Wesh gros, bienvenue à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir 4 invités. Hoche, Looper et 2 membres du collectif de l'usine. Le collectif le plus prolifique du rap français, notamment avec Souffrance, qui était de passage à Lyon avec Tony Toxic pour défendre sur scène son nouvel opus Tour de magie. Salut les gars, vous allez bien? Ouais, Yann Bra, bien quoi? Tranquille? Tranquille, bienvenue dans Wesh gros. Merci. Merci pour l'invitation. Bah, normal, hein, ça nous fait plaisir. Tony Toxic, Souffrance. Ouais. Vous faites partie tous les deux du groupe L'Usine avec un Z. Un gros big up aux autres membres. Tony Olvakesso, Senza, G.I. Joe, Sous l'Intellect, Yes. Et tout DPA. ça à côté, ouais, il y a DPA, il y a Hashtag Art, ouais, il fait toutes nos photos. Après, il y a des gens carrément à côté comme Noswill qui va tenir plus la caméra, tout ça. Je suis plus chez FOP. Il y a encore. Il y a Sam, notre il y a- ingé son live. ouais, Sam ingé son, Sarclay qui s'occupe de tout ce qui est vente, SAV, merch. Il y a qui encore dans l'équipe? Non, franchement, on est nombreux. Hein. Il y a un styliste aussi dessous. Ouais, H-stylisme. H-stylisme aussi, en styliste. Ouais, Un franchement. grand collectif. D'ailleurs, elle n'était pas au courant pour l'interview, je la préviens. H, excuse-moi, je suis venu comme... Un gros big up. En tout cas, vous êtes un gros collectif. Depuis plus d'une décennie, vous charbonnez sec à fond. Ouais. Vous enchaînez les sorties. Vous portez bien votre nom déjà. Et quel est le premier mot d'ordre au niveau du travail pour que les résultats soient acquis? Alors, quand tu dis les résultats, c'est pour avoir des résultats? Pour avoir de bons résultats. Ah ça, je pense que personne peut répondre à cette question, mec. Franchement, t'as beau travailler toute ta vie, ça se trouve, t'auras jamais de bons résultats, quoi. Ça, c'est pas faux. Ouais. Mais comment vous donnez-vous la motivation au sein du groupe quand vous commencez un nouveau projet? Bah, la motivation, on l'a tous de base. Ouais. En fait, on se dit il faut qu'on fasse un projet et on y va à fond, quoi. Et il y a toujours un projet qui sort. Après, l'usine, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se regrouper tous ensemble, aller en studio et tout. Donc le processus de création est plus long. Mais entre 2 albums de l'usine, il y a un album solo de chaque membre qui sort, ou Ouais, carrément. au moins 2 albums par an, quoi. Les Ouais, ce albums qui par nous an. motive, c'est l'amour de la musique, hein, Ouais, c'est ça. tout simplement. L'amour du rap, l'amour de recevoir des nouvelles prods. Chaque fois que tu reçois une prod, elle te fait kiffer. On kiffe être ensemble, écrire, tu vois. Là, on kiffe venir en concert ici dans la région de Lyon, Vénissieux, tu vois. D'ailleurs, Vénissieux, c'est une ville ou c'est un quartier de Lyon? Je sais jamais. Non, c'est une banlieue de lyonnaise. Ah ouais, ok. Bah voilà, tu vois. Sur Vinicieux. Ah ouais? Ah ouais, Ah ouais, il y a une grande histoire. une grande histoire. Ouais, c'est vrai que tu vois, nous on vient dans les villes, parfois on n'a pas le temps de kiffer la ville, tu vois. Mais en tout cas, ouais, la motivation, ouais, c'est l'amour de la musique, c'est une passion. Aujourd'hui, on fait partie des rares personnes qui ont la chance de pouvoir faire leur passion à plein temps, tu vois. Et franchement, c'est long. Ouais, les projets s'enchaînent, ça prend l'ampleur au fil des années. Mm. Comment vous situez-vous dans le rap français à l'heure actuelle? Si on- Comment vous Déjà, on est dedans. Ça, c'est une bonne chose. C'est déjà pas mal parce que tu vois, ça fait longtemps, mais on était un peu à côté du rap français en réalité. Donc là, aujourd'hui, on est dedans, on est identifié. Comme Les au gens. milieu du rap, on est identifié. Ouais. Ouais, voilà, on est Ça, identifié. déjà, c'est déjà Je sais beaucoup. que les gens nous connaissent, tu vois. Mhm. J'entends parler de l'usine dans des médias sur lesquels on l'entendait pas avant, tu vois ce que je veux dire. Carrément. Ouais. Vous savez, moi, c'est Duke qui m'a fait découvrir votre son à l'époque. Ah, le grand monsieur Duke. Grand monsieur Duke. Et gros big up à lui. Et il m'avait dit, quand tu as sorti le peuple à faim, ouais, la boîte de grec. voilà, il m'a Ah, dit, je me rappelle. lui, bientôt, il va cartonner. Duke, ah, c'était Ouais, un coupé, bon, hein. c'était un bon. Tu te rappelles quand on l'avait vu pour ça, je l'avais vu, il était venu, il m'avait dit, frérot, toi ton problème c'est qu'il y a trop de punchline. Il me dit, t'enchaînes trop les punchlines. Laisse un peu les gens comprendre la punchline et passer. Ouais, non, c'était un tueur. Je me rappelle, c'est Squat et Duke qui m'a. Enfin, je les Ouais. avais vus parce qu'on jouait régulièrement et tout avec Duke et Squat. Mhm. Et instantané, ils m'ont dit c'est quoi ce truc de fou là? C'est quoi ce truc de fou qui est sorti? Et ouais, pareil, directement, il m'a dit la même chose que toi. Il m'a dit exactement la même chose par rapport à Souffrance. Et là, il était intervenu aussi sur Tranche de Vie, c'est-à-dire sur Tranche de Vie, il passait souvent en studio, il écoutait les sons, il nous donnait son avis, tu vois. Ouais. Après, on était d'accord ou pas, mais en tout cas, c'était
c'était quelqu'un qui donnait beaucoup de force. Ah, carrément. Énormément de force, ouais. Et surtout après qu'il t'a invité pour son 45 tours, posé ensuite avec Roca. Incroyable, j'ai failli même pas en parler, c'est incroyable. Un jour il m'appelle, il me dit écoute Souffrance, il m'appelait Souffle, ouais je souffle, je sais pas s'il m'appelait Souffle ou Souffrance, je me rappelle plus. Bon en tout cas, il me dit ça te dit de faire un feat avec Roca? Moi il y a un mec qui t'appelle, il te dit tu veux faire un feat avec Roca. Roca c'est incroyable tu vois. Donc j'ai dit bah ouais je suis chaud de ouf mec, t'imagines même pas, il m'envoie son texte. Tu vois, en plus j'ai la chance, j'ai le texte, donc j'ai exactement la direction dans laquelle on va. L'instru c'est une instru à la Duke, lourde de ouf, tu sais pas d'où elle sort. Intemporel. Temporel. Ouais, tu sais pas. Et puis Roca, je trouve, il fait un texte engagé, tu vois. Et je dis ouais putain, là, va pas falloir raconter de la merde. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, pour moi, ce texte, c'est l'un de mes meilleurs textes. Quand je l'écoute, quand je vois les punchs que je mets dedans et tout ça, et quand je vois, franchement, je suis ultra fier de ce texte-là. Vraiment très très fier. Ouais. On est tous fiers. Ah ça, tu fais plaisir Yann Bras, tu fais plaisir de ouf. C'est un big up à Roca. Big up à Roca, t'es fou. Ouais, grosse. Ouais. Donc ouais, Duke, il m'avait mis là-dessus, tu vois. Franchement lourd. Lourd, vraiment très lourd. Là, tu viens de sortir ton deuxième album, Tour de Magie. Ouais. L'année dernière, tu as sorti Tranche de Vie. Ouais, on a été bon, hein. C'était l'année dernière, Tranche de Vie. Ouais, on a été bon. Gros succès. Ouais, franchement, les retours là, je m'attendais pas à ça. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte de l'expérience? Les retours sur, quelle expérience tu peux en tirer? Quelle expérience? Bah là, aujourd'hui, on a appris une putain de nouvelle, c'est qu'on est rentré dans le top Snap. Ok. Donc sur les 200 albums qui traînent là, on est combien? On est 157e au top Snap. Donc c'est un truc qu'on calculait même pas avant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est énorme. Donc bah franchement, au top, hein. Je pensais pas qu'il allait être reçu avec autant d'engouement, qu'il y a autant de médias qui allaient en parler. En tout cas, ça donne l'impression d'avancer, quoi. Ouais, carrément. Et franchement, après avoir eu l'impression qu'il n'y a rien qui avançait, tout d'un coup, voir qu'enfin, il y a des choses qui avancent. Même si on a avancé quand même, tu sais, ça a avancé, mais doucement, tu vois ce que je veux dire. Tu as l'évolution, mais après, c'est ça. C'était lent, quoi, c'était long, mais c'était toujours dans le positif. Ouais. Donc en fait, moi, je me suis toujours dit, tant que c'est dans le positif, je continue. Ouais. Comme on dit, lentement mais sûrement, quoi. Marche par marche. Ouais. Vous avez franchi un énorme palier. Ouais, de ouf. D'ailleurs, cet album, vous l'avez travaillé ensemble. Ouais. Parce que Tony Toxic, t'as fait la plupart des prods dans cet album. Ouais, j'ai fait pas mal de prods. Ouais, parce que, à rappeler aux gens que, autre que rapper et de sortir aussi des albums solo, comme La Familia 88, tu es beatmaker, c'est toi qui mixes les sons. Ouais. Quand les enregistrements, c'est toi qui es sur les machines. Tu gères le management. Ouais, bah j'essaie après. La direction artistique aussi. Ouais, je suis multicasquette, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, tu es le moteur de l'usine? Un peu comme Reza avec le Wu-Tang? Ouais, je pense. Après, c'est pas exactement la même démarche que Reza, mais ouais, bah, c'est comme il m'a dit Squat, hein, il m'a dit il y a un train, il y a les wagons, il y a le moteur, gros. Il m'a dit il faut toujours un moteur pour faire avancer les choses. Moi, Tony, c'est celui qui en fait, c'est le gars qui finit les projets. Tu vois, qui appelle tout le monde, ouais frérot, il nous manque ce couplet là-dessus, il nous manque un truc, dis-moi à quelle heure tu peux venir, tu vois. Et c'est vrai qu'il a ce truc d'organisation que c'est impressionnant. Après, sur l'usine, il y a beaucoup Senza, évidemment. Ouais, Senza, il va intervenir énormément sur la DA. Du groupe et tout, après on donne tous notre avis. Après, sur ce poste différent, parce qu'on est plus tous les deux. On est plus tous les deux en studio, quoi. Quand vous avez fait Tour de Magie, qu'est-ce qui vous a motivé? Comment avez-vous fait l'ordre des morceaux, la direction artistique? Comment elle s'est jouée là? À la base, en fait, on a eu une discussion. Tu vois, on discutait. Après Tranche de Vie, on s'est posé, tu vois. Et moi, j'avais envie de faire j'ai expliqué à Tony ce que j'avais envie de faire, ce que je pensais qu'il fallait faire. Tu vois ce que je veux dire? Et mais d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, on était en barbecue chez Monsieur Rémi Gextro, Grexto. Ouais, je sais pas si je dis bien ton blase, gros, mais en tout cas, gros big up, gros. On avait fait un événement avec Street Workout. C'était quoi le Body Art Athlète de rue. Ils fêtaient leurs 10 ans. Ouais, ils fêtaient leurs 10 ans. Et gros événement à Guillotière. Ouais, c'était ça, c'était à la Guillotière. Incroyable. C'était lourd de ouf. Et à un moment donné, tu m'avais demandé est-ce que tu vas changer?
tu vois, sur le prochain album. Et je te dis, ouais, je vais changer. Tu vois ce que je veux dire. Et à l'époque. Et on ressent en plus. Et ouais, voilà. Et tu vois, ce que je disais à Tony, c'est que je dis, écoute, il faut arriver avec un deuxième album qui soit pas une suite. Tu vois ce que je veux dire, qui soit un univers en lui-même. Mais sans perdre l'âme. Ouais, c'est ça, comment faire une évolution sans tout changer en fait. Ouais, voilà. Sans garder l'album, la base, l'âme de l'usine aussi, tu vois. Bien sûr, ça se ressent. Ouais. D'ailleurs, comme tu fais la plupart des prods, cette semaine, tu as publié, j'étais content de à Big Ghost, Ouais, le beatmaker de référence, dans la même veine qu'Alchemist, Darringer, Future Wave et plein d'autres. Quel est ton fil conducteur quand tu composes? Quand tu es devant les machines, qu'est-ce qui t'inspire et tout, tu prends des en fait, moi je boucles. digue énormément en fait. Ouais. C'est-à-dire, j'écoute tout, que ce soit des cassettes de mon daron à l'ancienne, sur YouTube ou des vinyles, en fait j'écoute toutes les musiques du monde et je m'inspire de ça en fait. Je m'inspire de ça, j'ai pas forcément un beatmaker carry ou. Enfin j'essaye jamais, en tout cas je copie pas. Et ouais, je digue beaucoup en fait et je m'inspire de toutes les musiques. Ah, tu as ton propre style en même temps. Bah j'essaye en tout cas, j'essaye vraiment d'avoir mon propre style sans rester toujours dans la même direction en fait. J'essaye de faire plein de choses. Après j'ai fait des prods de techno et tout, bon, ça c'est pour moi personnellement pour avancer dans la musique, mais ouais j'essaye de faire tout style en tout cas. Kilvem, c'est un sample. Non, c'est pas un électro, sample, c'est une compo. C'est une compo. Ouais. Ok. Je sais pas, je crois que c'est la seule compo. Non, c'est pas la seule compo de l'album. En tout cas, moi, c'est ma seule compo dans l'album. Ok. Ouais, c'est du sample. Bon, après, évidemment, il y a toujours un peu de compo, mais là, 100% compo Kilvem. Quand tu fais des prods, tu fais des prods spécialement aussi pour Souffrance, tu dis ouais, celle-ci, elle va coller pile poil à lui. Bah, généralement, avec Souf, moi, je lui envoie des prods que je fais. Souvent, j'envoie l'équipe en fait. Dès que Souf il me dit ah, celle-là, ça tue et tout. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que Souf il fait des morceaux, soit il écrit sur des phases B du truc, et après on essaie d'adapter la musique par rapport au morceau. Ouais, juste une prod où c'était différent, c'était sur le morceau Sourire, avec Spectacular. Ouais, ça on l'a fait. Et en fait, à ce moment-là, j'écoutais l'album et je dis putain, il manque quand même notre son old school, vraiment. Ouais, genre, tu vois ce que je veux dire, tu vois, le son old school, l'instru vraiment old school et tout. Et donc j'appelle Tony, je dis ouais, il nous faut une prod comme ça. Et là il me sort cette prod de ouf. Et tu vois, bizarrement, c'est la prod que j'ai mis plus longtemps à faire. Alors que c'est la plus classique dans mon registre. C'est ce que j'ai le plus fait. Parce que tu vois, des bipolaires, des playbacks, c'est autre chose, c'est une autre sonorité. Et c'est celle que j'ai mis le plus la tête. Je voulais vraiment faire. Si on a dit c'est le classique boom bap, il faut que ce soit the classique quoi. Et pour moi, c'est un single ce morceau. Ça fait plaisir. Mais carrément. Tu sais, déjà pour moi, il y a un gros message dans ce morceau. C'est un truc de. Pour moi, je crois que c'est une sorte de victoire et tout. Il y a un gros message et à un moment, tu dis quand tu es resté dans l'ombre, la lumière te rend aveugle. Ouais. Dans quel contexte tu as écrit cette phrase? Bah, en fait, c'est à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu es dans l'ombre et que tout d'un coup, il y a plein de monde qui te parle et il y a plein de monde qui te disent ouais, lourd, machin, nanana, nanana. Et bah, ça, c'est une lumière qui arrive sur toi, tu vois, je le considère comme ça, tu vois. Et tu peux être aveuglé, tu vois. Oublier tout ce qui s'est passé avant et tout ça, machin. Et tu peux mal réagir, tu vois. C'est. Tu prends un peu la grosse tête. Ouais, voilà, des choses comme ça, tu vois. Ses acquis, tu vois, force de ouais, ou rester sur tes acquis, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de Duke, on disait que quand il écoutait les morceaux, il n'avait pas peur de défoncer le morceau, tu vois, carrément. Même si, il n'y a même pas, on se vexe pas parce que c'est de la musique et que ça fait avancer. Et tu vois, si tout le monde te dit c'est bien, au bout d'un moment, je pense que tu restes sur tes acquis. Après, j'aime pas trop expliquer les phases parce que je suis sûr là que je suis en train de l'expliquer et que demain je vais me dire mais je voulais aussi dire ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est on peut l'interpréter. Ouais, voilà, ce que j'aime, tu vois, c'est des phases comme ça et après. C'est lourd de sens. Ouais, voilà. Il y a une phase comme ça qui a été beaucoup interprétée, je vois, c'est dans mon feat avec Jack Furax qui s'appelle aussi Jungle Jack. Il a 2 blazes et je dis je vais me prendre une baraque à Poitiers. Et cette phrase en fait elle veut dire tellement de choses. Je vais me prendre une baraque à Poitiers par rapport à l'histoire, par rapport à truc. Tu peux l'interpréter de tellement de sens différents alors que c'est un truc tout con, hein. Je vais me prendre une baraque à Poitiers. Donc voilà, mais en tout cas il y a plein de sens aux phases. Tu vois, il y a des sens que moi-même ça se trouve je sais pas. Déjà aussi dans Tourne Magie il y a des invités alors qu'il n'y avait pas de tranche de vie. Ouais. Comment les choisis-tu les invités? Bah, déjà je prends que des grands monsieur.
Ouais. Voilà, donc là j'ai Limsa Dolnay, on a été mis en contact par Mathéa. Et Limsa Dolnay, moi j'avais écouté ce qu'il faisait et tout. Et en plus à l'époque, quand on était mis en contact, tu vois, il est passé au studio à Saint-Denis. Je te dis, c'était Tranche de Vie, il venait de sortir, mais Vald n'en avait pas parlé, tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait pas encore tout ça. Il est venu normal, il m'a dit ouais, lourd et tout. Et moi, sa musique, en fait, Limsa Dolnay, en fait, quand tu écoutes du Limsa Dolnay, c'est du Limsa Dolnay. Il n'y a pas de ça vient de là-bas, et techniquement, c'est un Stremon. Et puis aussi dans le propos qui tient, tu vois, je me suis reconnu dans son propos. Ensuite, et puis aussi sur ce feat-là, en réalité, on est 3. Il y a aussi Max Cadouche, parce que c'est lui qui a le piano, c'est lui qui fait le refrain. Et en fait, il joue, tout est joué au piano pour de vrai, tu vois. D'une seule traite dans l'instru, tu vois, il a rejoué d'une seule traite le bordel. Donc pour moi on est 3 sur ce featuring. Donc voilà, ça me paraissait naturel. Ensuite Prince Wally, Prince Wally par rapport à l'histoire qui lui est arrivée, tu vois, il revenait dans le rap. D'ailleurs j'ai l'honneur d'être invité à sa grunt, je me rappelle plus c'est la combien, mais la dernière grunt qu'on a fait, et c'était sa grunt de retour dans le rap. Donc par rapport à l'expérience qu'il a vécue, moi j'étais super heureux qu'il puisse revenir, qu'on puisse le réécouter, et que de pouvoir l'avoir dans mon album, surtout que voilà, je traînais. C'est une histoire d'avant le rap, Prince Wally. Donc voilà. Et ensuite Senza, c'est le frérot de l'usine, c'est le frérot de l'usine. Donc voilà, je voulais qu'il y ait un morceau. Parce que c'est vrai que ouais voilà, ça faisait le morceau ça, en même temps 100% Montreuil, tu vois. Et puis je voyais bien Senza aussi sur cet instru incroyable de Junji, parce que tu vois, nos flows ils sont vraiment différents sur l'instru. Et vas-y, Senza il arrive avec des nique les cyclistes, tu sais, Wally fait des phases. Il fait écouter la prod pour un truc, j'ai dit waouh, c'est incroyable. Wally fait des phases incroyables dessus. Sur un truc comme ça. Et plus étonnant, c'est que cette prod est passée en radio. Tu vois, ce morceau est passé en radio, alors que quand on a créé ce morceau-là, il n'y a pas de refrain, les flots s'enchaînent comme ça, à l'arrache, tu vois. Complet, quoi. En fait, de toute façon, l'important c'est de rester hors code, on est toujours hors code. Ouais. Pas toujours, après des fois on fait des morceaux. Non mais hors code commerciaux. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas. C'est pas formaté. En tout cas, quand on fait un son, on dit jamais faut mettre telle mélodie. Ouais, par exemple, si un son. Si un son il y a 2 couplets, c'est parce qu'on n'en voyait pas de 3e. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. En plus, généralement, je fais beaucoup de 3 couplets. Ouais, j'aime bien le 3 couplets, tu vois. Après, moi, j'aime pas trop les sons trop longs non plus. Tu vois, les sons de plus. Moi aussi, ça me fait. Tu sais, c'est des sons que tu écoutes une fois en vérité. À l'époque, c'était les 3 couplets. Hein. Ouais, mais les 3 couplets, mais en réalité, 3 couplets, tu fais 3-12, ça peut tenir dans un petit périmètre. Mais les sons de 9 minutes, 8 minutes, c'est des sons, tu les écoutes une fois, à part si tu es en garde à vue ou en prison. Tu vois ce que je veux dire, là, tu les écoutes, tu vois ce que je veux dire. Mais... Donc moi, j'aime bien les petits sons concis quand même, mais ouais. Donc en tout cas, c'est pas le... Ce qui va diriger notre musique, c'est jamais le format dont tu as besoin un tel. Le public, les médias, jamais de ma vie, dans un son, je vais mettre une phrase en pensant à TikTok. Mais tu vois ce que je veux dire? De toute façon, ça se ressent dans tous les albums de l'usine, de tous les membres du groupe. Et est-ce qu'entre vous, il y a une certaine compétition, saine? Bien sûr. Et quel regard portez-vous sur le travail de chacun, tu vois? Il y a une compétition sur... En fait, il n'y a pas une compétition sur nos solos. Ouais. Parce qu'on soutient à chaque fois, chaque sortie de solo. Mais la compétition, c'est dans l'usine. Quand on est tous là et qu'on doit écrire. Pas le choix. Et que Senza, il sort un flow de l'espace. Et qu'après, il y a Vaquesso, il arrive avec des punchs, t'es obligé de rigoler. Tu vois, donc... non, c'est... Moi, c'est parce que je rappais avec... Senza, Souf et toutes les gars. Avant, il y avait encore plus de monde, mais en grandissant dans la musique avec ces gars-là, t'es obligé, parce que moi à l'époque, j'étais pas ouf. Tu vois, quand je réécoute les couplets, Souf il arrivait déjà, il y avait un truc de ouf. Senza il avait déjà un truc, je te parle de 2005 là. Moi j'étais claqué au sol. D'ailleurs, Souf à l'époque il me disait non mais frérot, toi c'est la prod, il faut que tu sois derrière. Déjà à l'époque, il m'avait déjà analysé, je lui avais même pas dit arrête le rap, ça sert à rien. mais malgré ça, tu vois, j'ai quand même continué. Il a quand même fait. Non mais moi il a continué. Non mais après, je lui parlais pas de l'usine, parce que l'usine c'est un groupe. Déjà ça n'existait même pas à l'époque. Enfin, on n'avait pas. Ça n'existait pas. Je lui parlais pas de l'usine. Déjà à l'époque, il m'avait visualisé avant que je me visualise, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'est grâce à quand tu continues dans une équipe comme ça, tu es obligé
d'évoluer, t'es obligé. Carrément, Donc moi j'ai bossé 10 fois plus peut-être que Sense, qui avait déjà des très bons atouts, tu vois. Mais en tout cas, c'est grâce à eux que j'ai pu évoluer dans mon écriture et dans mon flow, etc. Ça, c'était dans la période du café et la pêche. Ouais, exactement. Ouais. Quand vous étiez plus nombreux, je crois, à l'époque. Hein. Au début, ouais, on était beaucoup. Quand on faisait les ateliers d'écriture, je me rappelle plus du nombre exact, mais on devait être une quinzaine, ouais. Et après, vous avez enchaîné beaucoup de scènes. Déjà, ce soir, vous jouez à Lyon. Ouais. Vous avez enchaîné beaucoup. Moi, je vous ai déjà vu plus d'une fois. Vous êtes des bêtes de scène, je vous le dis sincèrement. Ça déchire. C'est beaucoup. Quelle importance ça a pour vous, la scène? Très très grosse importance. On est né sur scène en fait. Ouais. On est né sur scène parce qu'il y avait les ateliers écriture tenus par Diax. Il y avait 9-3 Lyrics, le groupe de Montreuil, qui déjà sur scène avait un très très gros niveau parce qu'en en fait, on avait accès au Café La Pêche. Tout simplement en fait. Il y avait cette scène et ils nous faisaient des entraînements de ouf. 9-3 Lyrics, on était là, on montait à 15 sur scène. Il y en a, tu te mets au milieu, tu fais ton couplet et tout le monde te pousse. C'est vrai qu'on a. Et tout le monde te pousse et si tu te trompes, tu dois faire des pompes. Et tu dois recommencer. Et on a vite rencontré le public en fait, très jeune. On était déjà les premières scènes ouvertes où il y avait assez de monde quand même, tu vois, dirigé par Siaka. Tous les mois, déjà à l'époque, avant, parce qu'en fait il y a plusieurs époques, avant que nous on fasse atelier écriture, déjà c'est Siaka qui faisait des open mic. Donc tout petit, j'avais 13-14 ans, déjà je montais dans les open mic. Donc j'ai connu la scène par là. Et après, nous, on participait aux ateliers d'écriture une fois par mois. Diax et le Café La Pêche, ils invitaient une tête d'affiche. Donc ils venaient faire un concert et nous, on faisait la première partie entre guillemets en fait. Et du coup, tous les mois, on avait une tête d'affiche qui venait et on devait faire la première partie. Donc c'était une espèce de pression, on s'entraînait et on avait tout le mois pour s'entraîner. Et c'était mortel, c'était une vraie école. Ouais, mais moi aussi, quand j'ai arrêté le rap et que j'ai repris le rap, tu vois, j'ai cherché tous les open mic qui traînaient. J'ai fait v'là le tas d'open mic dans Paris. Je disais, mais non, en gros, ça y est, nous, faut plus y aller. Et moi, en fait, j'allais encore dans les open mic à fond pour reprendre ce truc, tu vois ce que je veux dire, avec le public et tout. Et c'est vrai que, non, la scène, c'est ultra important, ouais. Et puis c'est là où tu rencontres les gens aussi. C'est la scène qui te fait voyager. Tu vois, c'est la scène. C'est des heures de studio. Tu vois ce que je veux dire. Franchement, c'est un délire. Tu prends le train, tu vas voir là le tas de villes en France. En fait, c'est là que tu te rends compte de jusque. Moi, la musique, elle m'a amené à Las Vegas. Je sais pas si tu te rends compte, avec Tour de Magie, on est parti avec l'équipe à Las Vegas. Tu vois, moi, Las Vegas, donc j'y serais jamais allé. Même les États-Unis, j'y étais jamais allé. Jamais dans ma tête, même, je m'étais dit, je vais aller aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, c'est quoi, nique sa mère? Viens, on va aux States et on se fait un kiff. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, il m'a dit exactement ça. Ouais, faut se faire des kiffs. C'est important parce que ça peut. Tu sais, on est dans un truc où tout peut s'arrêter. Bien sûr. Tu sais, demain, ça je trouve, je sors un album et les gens ils me disent, non, frérot, cet album-là, je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout peut s'arrêter à tout moment. Donc autant qu'on se fasse kiffer, et j'ai l'impression que c'est important aussi, tu vois, que les gens en face, ils le voient qu'on kiffe. Parce qu'il y a plein de gens, ils kiffent pas, et il y a beaucoup de gens qui kiffent aussi par procuration. Tu sais, quand tu vois un mec que t'aimes bien, et voilà, qui se fait des délires comme ça, ça donne la force des fois, tu vois ce que je veux dire? Il faut la force. Ouais. Mais tu sais, quand aussi tu es passé à Skyrock, ça a pris de l'ampleur après. Le grand public, entre guillemets, il s'est intéressé à Souffrance, même dans les commentaires, il avait marqué « je découvre », alors que tu étais déjà présent actif depuis un bon moment. On avait l'impression que les gens, ils redécouvraient un texte que j'ai écrit, surtout que ce texte, je l'ai écrit, j'avais 18 ans. Il est posé dans le peuple à Non, il est posé même dans C'est du lourd ta race. C'est le texte que j'ai le plus reposé. En fait, ce texte pour moi, c'est le texte, je le mets à côté du texte que j'ai fait avec Roca. D'ailleurs, je suis super heureux que, tu sais, des fois, quand tu rappes, tu as la force qui s'amenuise bizarrement. Tu es plus fort quand tu es jeune que quand. Et ce texte-là, pour moi, je le mets à côté du texte avec Roca. Et je l'ai fait donc 3 fois, dans C'est du lourd ta race qui est sorti en 2007, dans Le Peuple à fin 2015. Sur une phase B au début. Ouais, au début c'était sur une phase B. Et quand j'arrive au Freestyle Karoq, c'est ce texte, cette Jose il m'invite. Après voilà, tout était réuni pour tout niquer pour moi. La vidéo elle est incroyable. Cette Jose qui prend sa chaise, il me regarde, attends, cette Jose, incroyable sa réaction. Et en plus, tu vois, et juste avant moi j'étais avec JPK aussi sur ce truc
truc-là, où le JPK il fait un son qui est très différent du mien, tu vois. Et il y a plein de mecs qui, quand ils ont vu ça, j'ai l'impression ils m'ont un peu pris pour le chevalier du boom bap, tu vois ce que je veux dire. Je suis arrivé avec mon épée à Skyrock, tu vois ce que je veux dire. Mais moi les frères, je suis pas le chevalier du boom bap, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime bien kicker sur plein de trucs et je suis pas dans cette guerre à l'ancienne, nouveau. Comme je le dis dans Meurtre, où je te fais un morceau old school à fond. Et je dis ouais, old school, new school, je sais même plus ce que je dis, putain j'espère que je vais m'en rappeler. Et, un morceau, tu dis demain je fais du Young Thug. Ouais, ça se trouve demain exactement. je fais du Young Thug, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc en réalité même dans des trucs old school, je suis pas dans ce truc là. Mais en tout cas, là pour moi, ce Skyrock, les astres ils étaient alignés, tu vois, tout était aligné. Et putain j'ai une araignée du cap, araignée du soir. On est bien. Ça porte bonheur. Ouais. Donc voilà, et franchement, encore un grand merci à Seth Jones pour cette invitation qui vient du ciel, parce qu'on se connaît App. C'est connaît ouf, App, le truc, tu en vois fait, ce que le je veux gars, dire. c'est son premier Planète Donc Rap, je te il dis, voit un clip de Souffle, ouais, il envoie un message sur Instagram, demain, viens mon Planète Rap. ouais. C'est ouf quand même. Il a vu quel clip? Étoile filante. Étoile filante, ouais. D'accord. Étoile Il venait filante. de sortir le clip Il et venait de sortir, il ouais. a Ouais, eu il dans venait de ses sortir. suggestions comme ça. C'est Ouais, dingue. il venait de sortir, Étoile filante, clip tourné par Scud. Et Scud avec qui on bosse beaucoup. On l'a pas dit, on Bah l'a ouais, pas Scud, cité il tout à l'heure. fait le Ouais, montage, il fait le montage il et fait tout les ça. montages des clips. Ouais, franchement gros gars. On va rester avec Après, moi. il y a là. eu Rentre dans le cercle aussi, c'était. Ouais, rentre dans le c'est un cercle, vélo- rentre c'est dans un le vélo cercle d'ordre, où là, Fianso m'invite, incroyable. Ouais. Après, rentre dans le cercle, il y a une petite force aussi des gens qui me suivaient. Parce ouais, que je ouais, me les gens rappelle. qui me suivaient, Dans les ils commentaires, ont vous balancé, pouvez- franchement, grosse propagande qu'ils ont fait. Donc c'était sur cool. Twitter, il Et tweetait, puis après, il y a aussi eu, en réalité, là où il y a eu un gros pic aussi, c'est quand Vald il a parlé de moi, quoi. Et ça, moi, ça m'a, quand j'ai vu Vald qui me parlait de moi, tu vois. Alors c'était déjà venu à mes oreilles qu'il écoutait. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'il en parle carrément et qu'il en parle dans plusieurs émissions différentes. Incroyable. C'est quand vous avez joué à la Nocturne après. Ouais, la Nocturne. Un freestyle de ouf, que des phases B rap c'est franc. Ouais, c'est ça. On voulait Ouais, arriver c'est cool, avec avec des les classiques classiques, rap ouais. français et puis éclater du classique, représenter un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est bien, c'est vrai. Mais ouais, c'est cool la Nocturne parce que tu vois, la Nocturne, c'est en direct avec Fred, tu vois. Et c'est vrai que tu y as accès beaucoup plus facilement qu'à Planète Rap, où ça peut être, c'est toute une autre histoire, Planète Rap. Ouais. Donc franchement, la Nocturne, ce format de la Nocturne, et moi en plus, pour moi, c'est une émission mythique, la Nocturne. C'est l'émission dans laquelle j'ai découvert Booba. C'est l'émission dans laquelle à chaque fois à l'époque on restait tard le soir et on écoutait la Nocturne. C'était, ils te sortaient des titres qui ne pouvaient pas être sortis pendant la journée. Ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a été toujours l'émission spé en réalité du bordel. Donc franchement vraiment cool cette émission. Ouais. Quels sont les nouveaux projets? Quels classiques nous réservez-vous encore? Parce que je sais qu'il y a l'album de Senza qui arrive. Ouais, Ouais. c'est ça, il a plusieurs projets hein, qui a en cours. Ouais, mais le l'album de prochain l'usine aussi. Z0. Le prochain album de l'usine. Ouais. Et le prochain album de l'usine, là on bosse dessus à fond. Donc, et franchement, moi le prochain album de l'usine qui va sortir là, je trouve c'est le feu, mais incroyable. Ah ouais, c'est le feu incroyable. Ah ouais, non, c'est quand on l'écoute là, moi je suis vraiment Ouais, je suis très content c'est du pas bordel. fini encore, on a encore pas mal de taf dans la réa. Ouais, voilà. Mais les bases sont Ah, là c'est et solide elles de sont ouf. solides, je pense. Bah, les morceaux sont là, tu vois, c'est enregistré, tout ça. Maintenant, faut Mais cette année, on a peut-être sorti enregistrer, l'album de Vaquesso réagencer, aussi. remâcher. Il y a l'album de Vaquesso qui est sorti en. Ouais, il y a cette l'album année. de Vaquesso C'est un aussi qui est album sorti de cette année. featuring, il y a beaucoup Ouais, de Colère et albums Peine. qui étaient dessus, ouais. Et il y a un feat incroyable, hein, si vous le connaissez pas, c'est Une voix qui sort de l'ombre. Et sur ce feat, vous allez trouver des mecs justement qu'on a rencontrés pour moi au studio La Pêche, des mecs comme Mishimla et Kiro, deux gars qui étaient dans les deux groupes peut-être les plus forts de Montreuil à l'époque, 9-3 Lyrics et Sanctuaire Shinto. Donc franchement, ils ont rekické sur ce truc-là, et bien sûr avec Mokles et Coma. Donc feat avec La Scred. Tu vois, c'est quand même La Scred, c'est quand même puissant. D'ailleurs, gros big up à La Scred Connexion et ce qu'ils font avec La Scred Boutique. Bien sûr, Gros taf de La Scred Boutique sur tout le rap indépendant. Franchement, c'est ultra fort ce qu'ils font. Comment ça se passe en ce moment la sortie de l'album Tour de Magie? Bah, la sortie de l'album, écoute, lourd de ouf, que des bons retours. Ouais. Déjà, tu vois, moi, avant la sortie, j'étais dans une période de doute un peu, où je me disais, bah, qu'est-ce qui vaut vraiment cet album? Tu vois ce que je veux te dire? Non, moi, Et j'étais sûr. Ouais. Non, sans faire. Tout le temps, je disais. Les dérives, c'est T'inquiète. normal. Moi, donc, je suis content. et voilà, parce que tu sais, on a quand même sorti 4 clips avant. Bien sûr, ouais. Tu vois, clip Singe Savant. Déjà, je voyais, par exemple, sur un clip de Singe Savant, je voyais les retours. Pour moi, qui est un clip assez bresson, où tu vois, j'arrive avec un univers vraiment
pas du tout grand public sur Singe Savant, tu vois, c'est vraiment un truc de niche. Même le rap que je fais dessus, il est... Très beau clip d'ailleurs. Tu vois, yes, merci, ouais, j'ai réalisé par hashtag et j'ai beaucoup participé à la réalisation de ce clip. Donc, moi, tu as vu, quand je fais des clips, je cherche à prolonger le morceau. Et par exemple, le clip de Kill Them, il n'aura rien à voir avec le clip de Singe Savant. Le clip de Tour de Magie n'a rien à voir avec Kill Them, J'ouvre le feu, tu vois. Donc, pour moi, le clip, c'est vraiment, t'as livré ton morceau entier, tu vois, avec un univers visuel carrément qui va avec, quoi. Tu vois, lourd. Donc voilà, et puis je voyais sur les peu clips, mais sur les clips, c'était pas non plus, tu vois, c'était pas non plus. Et là, la sortie de l'album, c'est vrai que c'est cool. D'ailleurs, j'ai l'impression que maintenant, tu vois, YouTube a moins d'impact qu'avant. Ah bon? Et j'ai l'impression qu'on est en train de sortir de l'image dans le rap, grâce au Spotify, aux plateformes aujourd'hui. Limsa Dolnay, par exemple, Limsa Dolnay, il n'a pas beaucoup de clips. Ouais, c'est vrai que c'est un gars énormément écouté. Ouais. Il a une grosse fanbase qui écoute sa musique. Mais nous, c'était ça à l'époque. Rappelle-toi, à l'époque, il y a un album, il y avait un clip. Tu vois, il n'y en avait même pas. On le voyait même pas. Ouais, des fois, on n'y en avait pas et on les voyait à peine parce qu'il fallait aller sur la télé. On savait même pas à quoi ils ressemblaient, les bougs. T'écoutais l'album, tu pétais un plomb. En plus, même à l'époque, c'est pas tout le monde qui avait les budgets pour faire un clip. Bah ouais, en plus, c'est vrai. Après, il y avait eu Zik. Ils avaient... Bon, après, au tout début, c'était Rapline. Zik. Les Zik. Mec. Ouais, non, mais c'est vrai, tu vois, il y a plein d'époques qui sont pas... que le rap est passé par là. En tout cas, moi, je suis content de ce truc-là, qu'on revienne à la musique. Ouais, et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, après, bien sûr, cycle, le clip, ça reste toujours un outil promotionnel. En fait, le clip, quand tu connais personne, c'est une publicité en réalité que tu fais. Tu fais une publicité pour ton album, tu vois ce que je veux te dire. Et tu le mets sur le réseau, et puis un clip bien réalisé parfois, ça peut te faire, t'as une super idée pour ton clip, ça peut te faire avancer. Fait une bonne pub pour un des clips quand il y avait le concours. Ouais, All 26, le clip All 26. Ça, c'est bien trouvé, ça. Ouais, c'est cool, ouais, on avait foutu la date de sortie de l'album cachée, et puis on offrait un vinyle et une place pour la machine. Là, le 27 octobre, je fais la machine au Moulin Rouge. Et la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, ça va très vite, ouais. C'est la semaine prochaine, là, il reste peu de place. Je sais pas quand sortira l'interview, mais bon. Et ouais, donc voilà, clip All 26 qui a été réalisé par Tony. Yes. Donc lourd. Ouais, je fais des clips des fois aussi. Ah ouais, gros clip, moi je le kiffe de ouf. Je suis pas rien, c'est pas mon. Franchement, ce clip, je le kiffe de ouf parce que le clip il représente vraiment bien le morceau, tu vois. Le morceau, c'est un peu une photographie d'une époque, tu vois. Et le clip, il représente bien ce truc-là, tu vois, franchement lourd. Ouais. En tout cas, ça fait beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de labeur. Quel bilan tirez-vous pour le moment? Moi, je tire pas de bilan pour le moment. Pas de bilan, le bilan c'est à la fin. C'est à la fin. Ouais, c'est à la fin. Pour le moment, on a la chance, c'est qu'on est dans le feu. Il se passe des trucs. Tu vois, là, je suis assis sur un canapé, je réponds à tes questions. Tu vois, il y a une époque, je sortais un album, je rentrais chez moi, frérot. Tu vois ce que je veux te dire? Tu fais un concert, tu rentres chez toi, tu es tout seul, tu vois, tu étais là à fond. Ouais, bon, voilà, c'est fini, calme-toi, tu vois ce que je veux dire. Donc, déjà là, on est dans le feu du truc. Il y a plein de gens qui appellent, il se passe des choses. Tu vois, donc franchement, déjà, ça, c'est lourd. Et faire le bilan, on fera le bilan plus tard, tu vois, on fera le bilan à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Pour le moment, on n'est pas à l'heure du bilan, ouais. C'est bien, tant que ça continue et que qu'il y a du bon son qui sort. C'est le principal. Et pour finir, pour beaucoup de monde, c'est devenu un exemple à suivre. Ouais. Et quel message pouvez leur adresser dans leur projet? Faut jamais rien lâcher. Moi, ce qu'on m'a dit depuis toujours, lâche jamais un jour ça paye. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'était mon mot d'ordre en fait. Lâche rien. Même si des fois c'est difficile. Mais nous, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est une équipe soudée. Quand il y en a un qui est un peu affaibli, les autres sont là, ils le relèvent. C'est ça qui est bien dans l'usine. Ouais, déjà, faut absolument avoir une équipe. Et aussi, il faut connaître vraiment tes forces. Faut pas se tromper. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es plus fort dans ce truc-là, il faut aller dans le truc où tu es le plus fort. Et puis voilà, comme il a dit, de toute façon, tu es passionné, tu fais ta passion. Mais le plus gros conseil que je dirais, c'est avoir son propre outil de production. Tu vois ce que je veux dire? Avoir son studio. Que tu puisses... parce qu'aujourd'hui, tu as ton studio. Frérot, des mecs comme Jul, il est là, il fait son instru, il te pète son rap à côté, paf, allez, je le balance. Tu vois?
Si t'as pas ton studio, frérot, bon ok, allô, faut que je loue 1 heure de studio. Après studio, tu peux faire dans ta chambre. Ouais, franchement. La technologie aujourd'hui elle est tellement ouf. Ouais, fais-toi ton studio, hein. Fais-toi. En fait, faut que tu te donnes les outils qui te permettent d'avancer, tu vois, c'est du boulot. Mais après, quand tu construis ton studio, tu te rends compte qu'il faut maîtriser des logiciels. Tu te rends compte, voilà, tu vois, c'est pas tout le monde qui arrive et c'est pour ça qu'il faut être en équipe. Moi, je pense que la force de l'usine aujourd'hui, c'est d'être resté la même équipe. Vous êtes très solide. Tu vois ce que je veux dire? Et en équipe, en réalité, ce que moi je vais apporter, Tony il va apporter autre chose, Senza il apporte autre chose, Raquès autre chose, G.I. Joe autre chose, Sous l'Intellect autre chose, DPA autre chose. Tu vois, c'est comme Ocean Eleven, frérot. S'il n'y a que des perceurs de coffres, ils vont pas le réussir le braco. Tu vois ce que je veux te dire? C'est mort. Il faut qu'il y ait le perceur de coffre, le mec pour l'alarme, le mec qui a qui s'est tiré. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut vraiment avoir une équipe. C'est important ça. C'est important d'avoir une équipe. Après, il y a des mecs, ils y arrivent tout seuls aussi. Bah, franchement, tu peux aussi y arriver tout seul. En réalité, il n'y a pas de chemin, frérot. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de règle. Mais il faut être sûr de soi et se dire t'es sûr. Et écouter, et pas être entouré de suceurs aussi. Si tout le monde autour de toi, il te prend pas au sérieux et il dit ouais, ça va, il est bien, c'est bien ce que tu fais, c'est cool. Alors que en réalité, il pense tout à fait autrement. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que tu peux te tromper aussi. Imagine-toi ces conseils, tu le dis à un mec qui est super nul. Lâche pas, lâche jamais, tu vas y arriver. Alors que le mec, tu sais qu'il a pas le niveau pour y arriver. Tu sais, quand les DA ils arrivent, tu leur mets 20-30 mecs qui rappent, il te dit toi tu peux rapper, toi tu peux rapper. Après, ils vont peut-être se tromper. Mais en réalité, la plupart du temps, gros, le talent, tu le vois. Tu le vois chez les gens qui vont pouvoir y arriver et pas pouvoir. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Et puis ceux qui disent comme ils sont nuls, ben, tu leur dis, gros, faut bosser. Ceux qui sont nuls, faut bosser. Mais faut aussi voir, ça se trouve, toi, dans le rap, en réalité, c'est pas ton truc. Mais ça se trouve, t'es un putain de mixeur. Exactement. Ça se trouve, toi, en ingé son, t'es lourd de ouf. Donc après, tu te reformes et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, voilà, toi, tu vas être le mec, tu vois qu'en organisation, quand il faut organiser des trucs, c'est toi qui prends le bordel. Ou tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, il faut se dire que la musique, aujourd'hui, c'est un truc qui fait de manger de plus en plus de personnes. C'est un business qui monte dans tous les sens, la musique, je pense, tu vois, surtout le rap, c'est la musique. Ouais, il y a une place pour tout le monde et pour tous les vrais passionnés. C'est ça. Ouais. Tu vois, si tu es vraiment un passionné, si c'est ta passion, tu vas trouver une place. Tu vas te faire ton propre chemin et tu vas trouver une place, je pense. Bah en tout cas, merci les gars. Yes, merci Yann Bras, lourd. Force à vous. Merci, force à toi, gros. Force à toi. Merci les gars. Merci les gars. Yes, cool. Vas-y, enchaîne. Changement de décor pour le graffiti avec deux membres du collectif DKR, Hoche et Looper, deux passionnés de longue date qui vous en font voir de toutes les couleurs dans des lieux improbables. Wesh les gars, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, bien, merci. Bienvenue dans Wesh Gros. Bah merci de ton invitation. Merci pour... c'est normal, on kiffe votre style les gars. Ah bah c'est bien sympa. Nous aussi on aime beaucoup ce que vous faites. Ah bah merci beaucoup hein. Ah, on t'en prie. Hoche, Looper, vous peignez, vous cartonnez, tous les deux en solo, et vous faites partie de l'effectif DKR. DKR, ouais, c'est ça. Ça a plusieurs sens. Ça veut dire DKR à la base, carré, et puis en même temps DKR complètement pas carré. Une expression bien lyonnaise, on est DKR. Ouais, soit t'es d'équerre pour faire un truc, soit t'es trop d'équerre pour faire un truc. Quoi. Voilà. Et ça veut dire aussi Donneur Kebab Royal. Pour ceux qui aiment les kebabs, on est à Lyon. On paye des tacos. Ouais, carrément. Ça fait combien de temps que ça existe? Depuis 94, 96, on ne sait plus trop. Je pense que c'est 96. Zeda il disait 96. Ok, ouais. Voilà, bon, on pense 94. C'est Peck, AM, à la base, qui nous a enjaillé dans son groupe, dans son crew. C'est lui qui l'a fondé? C'est lui qui l'a fondé. Ok, ouais. Donc on l'a rejoint et tout. Voilà, donc je tiens à dire Peck et pas Birdie Kids. Parce que voilà, on voit beaucoup de Birdie Kids avec les oiseaux, mais il faut remettre à César ce qui est à César. Carrément. Voilà, les oiseaux que vous voyez sur le périph', c'est Peck. Voilà, et il fait partie des DKR, maître fondateur des DKR. Il y a beaucoup de monde dans le crew. On est 11, 12. Ouais, on a une douzaine peut-être. Ouais, on est 12. Toujours actif dans le... Certains le sont plus ou moins. Après, tu sais, dans le graffiti, il y a des hauts, il y a des bas. On a 45, 46 ans. Il y a des moments où on est un peu moins peint, d'autres on est un peu plus actif. Moi, j'étais un peu actif ces dernières années.
Mais j'ai une période de creux aussi, chacun a ses petits problèmes, c'est la vie et tout. Mais on reste passionné par ce qu'on fait et on lâchera pas l'affaire. À 46 ans pas encore, je pense qu'on peindra jusqu'à ce qu'on soit vieux. On est déjà vieux en fait. Vous avez commencé comment le graphique? Un peu à toi mec. Alors je pense que comme beaucoup de gens de notre époque, on a déjà été marqué par les premières images de graffiti qu'on a vues dans les soit dans les infos, soit dans l'émission de Sydney. Donc déjà ça c'était un truc complètement spectaculaire, et puis il y avait tout un move où tout le monde se trouvait un blast, où le monde voulait se trouver une place quoi, dans le truc du hip-hop, soit en dansant, en graffant, en rappant, en mixant. Donc il y avait une énergie à l'époque qui était enivrante et qui te chopait quoi. Ouais. Il y avait un mouvement à l'époque. Bien sûr. 89, moi j'ai commencé en 89, 90, c'est un grand mouvement. Moi j'ai pas connu Sydney. Nous on a commencé juste après le creux, dans le creux de la vague. C'est-à-dire nous au début des années 90. On a commencé peut-être à tagouiller sur le chemin du collège ou des délires comme ça, ou un peu le soir à la bombe en 11D. On avait peut-être 13-14 ans, un truc comme ça. Donc c'était juste après les premières modes du hip-hop, des histoires de Marcus Blo, Grandmaster Flash, tout ça, machin. Et les gens ils disaient à l'époque le hip-hop c'est mort parce que c'est plus la mode. C'est plus la télé. Voilà. Et moi puis, sur les tables du collège. Il y a eu une persistance. Table du collège, à tagoter dans les chiottes, ça commence par le dessin. À la base, moi j'aimais beaucoup le dessin, beaucoup la BD. Et puis j'ai rencontré un gars qui s'appelle Chaos, qui m'a mis un petit peu dans le graffiti. Il m'a expliqué les bases, il avait les blousons qu'il fallait. Et il m'a montré les mags, les rares mags qu'il y avait à l'époque, il les connaissait. Paris Toncar, tout ça. Ouais, il y avait le Paris Toncar, il y avait un tox, je me rappelle, mais un tox, quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore un tox. Enfin, je sais plus quand c'est un tox, mais c'est 91, 92, c'était un petit peu après, donc c'était pas tout de suite un tox, mais il avait les baranes, il connaissait le Lacorio, on a les pétas de Lacorio, on a les pétas des fat cap sur les décaps fours, enfin, il connaissait vraiment la base de la base. Tous les petits trucs qui simplifient la vie. Exactement, l'ABCD du Fitira, et bon respect à Chaos, voilà, il parle plus du tout. Et il y a eu d'autres influences qui vous ont inspiré à ce moment-là. Moi je te dis, c'est aussi, moi je traînais aussi beaucoup dans les bibliothèques. Donc je voyais quelques magazines de l'époque, je me rappelle plus lesquels, des livres et tout. Ouais, l'Esprit Canard, ça devait être ça, je me rappelle notamment des graphes de Blade. Tu vois, moi pour ma part, toi c'était quoi par exemple? Eh ben moi je sais que j'ai beaucoup squatté le Paris Toncar, beaucoup, et puis les Intox, tous les magazines français, et assez peu les magazines internationaux, mais après beaucoup les Explicit Graphics aussi, à partir de, je sais pas, les premiers trucs c'était peut-être 94-95, peut-être 95 les Explicit Graphics. Déjà vous avez déjà un pied dans le hip-hop, vous mixiez, DJ. En fait, on s'est rencontrés comment on s'est rencontrés nous Nous on s'est rencontrés. On s'est rencontrés un jour, je monte station Bellecour dans le métro et je vois il y a un gars, il a des guettas un peu sur son sac à dos. Donc je le surveille et au bout d'un moment le gars il sort un marqueur, il tag. Donc du coup moi je sors mon marqueur, je tag à côté de lui, tu vois, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À l'époque il n'y avait pas d'histoire de réseaux sociaux, de machin. Ouais, donc les taggeurs ils se rencontraient soit dans des soirées peu rares, soit dans des terrains en train de peindre, soit comme ça, le hasard quoi. Donc là c'était, je sais pas, on s'est rencontrés peut-être en 93 ou un truc comme ça. Et puis moi à l'époque, j'avais commencé déjà à animer une émission de radio sur Radio Pluriel, une émission hip-hop. Et donc il m'a rapidement rejoint. Ensuite on a été rejoint par d'autres potes, dont Flores qui est des piliers du groupe IPM. Carrément.
Il y avait aussi Lucien qui passe souvent, qui est notre petit kiff, Ariad, Trafic, enfin, on était toute une petite bande. La mission, ça a duré une bonne dizaine d'années. Ça nous a permis de rencontrer un peu la plupart des acteurs musicaux de l'époque, quoi. Et donc c'était quand même vachement intéressant. Après, c'est vrai que en fait, ça nous a permis de rentrer dans plein de soirées, d'appeler les maisons de production, de récupérer des disques, des vinyles, des CD. Ma rencontre avec lui en fait m'a beaucoup structuré. Donc on a avancé en binôme et tout. On s'est tout de suite entendu. Il avait un style bien à lui, moi j'avais un style bien à moi. Et puis on essayait d'enjailler un maximum de personnes, de faire enquiller un maximum de personnes pour ceux qui voulaient, quoi. Bien sûr. Voilà. Il y a tous les pauvres groupes qui venaient freestyle là-bas. Enfin, c'était une chouette époque. Et puis Comment vous voyez les choses maintenant? Comment ça a évolué au sein de votre travail ou dans le graffiti? Comment vous voyez les choses par rapport à l'évolution? Ça bouge pas en même temps. Les classiques restent les classiques. Ouais. Après, il y a l'évolution, il y a une saturation des places. Maintenant, tu as du rouleau en hauteur qui se fait pas mal. Tu as une nouvelle génération qui crée avec de nouveaux outils. Ouais, de la perche par exemple. La perche par exemple. C'était il y a 20 ans quasi impossible de après, les mœurs évoluent. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé, c'était pas 100% avec de la bombe de peinture, genre. C'était un toy. On comprenait pas vachement de rigidité dans ce qu'on pouvait faire ou pas faire. Et donc avec les générations ça a vachement évolué déjà rien qu'au niveau des styles mais aussi au niveau des pratiques. C'est-à-dire que mais il y a une adaptation nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où par exemple sur les voies de chemin de fer où on va aller tout à l'heure, il y a un nombre limité de places. Et il y a beaucoup de gens qui peignent, donc il y a un moment donné l'espace il est saturé, donc soit tu repasses des gens et à ce moment-là c'est un truc qu'on peut faire, hein, mais c'est-à-dire que c'est quand même une espèce de déclaration de guerre ou de, tu vois, tu chies sur la gueule de l'autre que tu vas repasser. C'est une gage de plus. Mais tu prends une place, mais bon, c'est pas vraiment la façon la plus honorable de faire. L'idée c'est aussi de booster notre créativité et d'aller chercher des nouvelles places, d'aller chercher là où les autres ils n'ont pas pensé se mettre. Bien sûr, ouais. Et de level up le game. Donc moi ce soir de perche j'aime bien parce que ça remet une couche dans l'histoire. Après, c'est sur les voies classiques, toujours tant mieux. Tu dois ferrer. Mais dans le Goethe par exemple, t'as des mecs qui viennent, t'as un mec comme Bonté quand même qui se met à la pipette. Maintenant ça se vend les pipettes, tu vois. Donc d'une pratique, on arrive où les mecs dans les shops et tout, ils disent bah tiens, on va en vendre, tu vois, des pipettes. Les pipettes c'est une bonbonne avec un truc pointu, et en fait tu vois, tu projettes ta peinture c'est par projection, tu vois. Donc, et Bonté par exemple, il a une façon de les placer, il les place dans la rue, sur le sol, dans des endroits en fait c'est pas exploité à la bombe, quoi. Mais c'est comme l'extincteur un peu, le style extincteur. Extincteur par exemple, voilà, c'est une belle réponse. Maintenant des extincteurs, on n'en vend pas encore dans les magasins. Si, il y en a Krink qui font ouais, voilà, Krink, je suis con, j'ai oublié. Ouais. Pardon. Ouais, pareil, ça amène un nouveau style. C'est un nouveau style, un nouveau lettrage. Oui, ça, c'est un nouvel outil. Après, voilà, tout est à développer et tout. Voilà, enfin, moi, je suis pas adepte de la chose, mais pour ceux qui le font, ça marche très bien, ils le font très très bien. Hein, c'est énorme, hein, c'est efficace, hein, un extincteur sur un mur. Comment vous travaillez votre style? Qu'est-ce qui vous inspire? Parce que vous avez chacun un lettrage particulier. C'est toujours compliqué d'analyser ça. Après, comment on peint, je sais pas, tu as une affinité naturelle, tu vois, tu as plus de genre de lettres qui te plaît ou pas, et puis je sais pas, il y a aussi il y a une part de gestuelle, quoi, tu vois, dans ta gestuelle, tu vois, ta morphologie, tu te sens bien de faire ton Goethe comme ci, comme ça, et puis niveau style, le style en Goethe, ça va pouvoir dire plein de trucs, a priori c'est vachement abstrait pour plein de monde, mais avec un style de Goethe, tu vas pouvoir déterminer quelque part
un peu du caractère du gars qui tag, suivant comment il trace ses lettres, comment il se place, comment... Parce que quand je regarde dans ces fresques, il y a beaucoup de personnages aussi que tu intègres dessus. Moi? Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a les regards, il y a les yeux, les caricatures. C'est l'évolution aussi. Vu que c'est de la peinture, si tu veux, il y a plein de trucs à faire. Et donc dans le graffiti, là, il y a une grande polyvalence. Donc dans le graffiti, soit tu peux passer toute ta vie à faire un truc du graffiti, quoi. Que ça soit Goethe, que ça soit faire du train, du métro, faire soit que du terrain, ou que... Enfin, tu vois, moi je trouve que c'est intéressant d'être polyvalent, tu vois, d'aller sur tous les terrains, d'être à l'aise partout, et de pas se limiter créativement, quoi, tu vois. Ouais, tu contournes pas sur un C'est style. pas parce que un jour tu fais un truc super vandale et tout ça que le lendemain tu peux pas faire un petit terrain avec une pièce plus pépère, un truc plus poussé aussi. poussé, parce que bon, quand t'as 20 minutes pour faire un truc, c'est pas pareil que quand t'as 6, 8 heures ou 2 jours, ça te permet des choses différentes. Et puis c'est toujours intéressant d'explorer la totalité du champ des possibilités de ce que tu peux faire, et avec ton outil et avec ton environnement, quoi, d'être tu vois, partout, tout le temps. C'est un peu le game du graffiti aussi, tu vois, d'être omniprésent, machin. Je dis pas qu'on l'est nous et qu'on y arrive à l'être 100%, tu vois, parce que faut savoir rester humain, mais il y a quand même un challenge de se dire, tu vois, voilà, nous on maîtrise un peu l'outil, on sait faire des trucs, on sait accéder là, on est là, on représente tu vois, notre crew, on est présent dans cette espèce de lutte du graffiti contre, je sais pas, contre toutes les barrières et toutes les limites qu'on voudrait mettre aux individus, de leur dire ferme ta gueule, toi t'es personne, tu deviendras jamais personne. Ouais. On essaie de se recréer un univers qui est parallèle où nous on existe, tu vois. On n'en a rien à foutre des histoires de le CAC 40, ta banque de merde, tes histoires de crédit, tout ça, machin. Va te faire enculer, tu peux me prendre tout ce que tu veux, tu peux nous saisir, tu peux nous mettre où tu veux. Il y a toujours, nous on va toujours se la kiffer. Nous on va toujours se la kiffer avec une bombe de peinture, avec un marqueur, avec une pierre, n'importe quoi. Vous n'arriverez jamais à nous niquer notre life comme ça. C'est ça, c'est une passion, hein, c'est une passion. Bien sûr. On a commencé avec rien du tout, il n'y avait personne, il n'y avait pas de mic, enfin très peu, tu vois. Moi j'ai commencé dans la street, j'ai parcouru des bornes et des bornes et des bornes à taguer à côté des gens. Ils sont dans mon crew maintenant, pendant 10 ans je savais pas qui c'était, tu vois. Pendant 10 ans, donc peut-être 8 ans, tu vois. Et c'était la street qui te donnait tes codes. Moi j'ai appris à taguer dans la rue et en regardant les autres tags, quoi. Vous n'avez pas fait d'école de beaux-arts? On n'a pas fait d'école de beaux-arts. C'est pas antinomique après. C'est pas antinomique, bien sûr. On vient pas de là, on vient pas de là. On est arrivé par le mouvement, on est arrivé par l'altruisme. On est arrivé par, comment dire, c'est les autres qui nous ont transmis, mais déjà à l'époque, avant de venir mais à travers présenter un boulot, on essayait de mettre ça un peu au carré, et on essayait de s'appliquer. À travers les terrains aussi. Moi pour ma part, j'aime beaucoup le graffiti, j'ai commencé par le tag, j'ai beaucoup tagué. Et avec Signé, avec Esion, avec les KAT, Eagle, plein d'autres encore. Job, Sac, voilà, c'était des photos, mais on s'est connus bien après, et en fait même quand on se connaissait, on se côtoyait de loin, quoi, parce qu'on avait, c'était l'époque de la culture des quartiers aussi, pas de téléphone portable, injoignable et tout, on se voyait dans la rue, on se voyait dans les soirées, tu vois, et nous en fait on avait un endroit stratégique, on était à la radio, donc on allait dans toutes les soirées, on a rencontré énormément de gens, énormément de personnes, moi je faisais du rap, je faisais du raga, petit gang je suis, tu vois. Donc c'était assez marrant, j'allais au club des îles, me confronter aux blagues de là-bas et tout, des roughnecks et tout, tu vois, donc j'allais où il fallait être, quoi. Lui il mixait, on était partout ensemble, quoi. Et là où il était pas, moi j'étais, et ainsi de suite, quoi. Mais
fallait aller chercher les choses, quoi. Bien sûr. C'est l'école de la balle, quoi. Mais c'est comme tu disais, le graffiti c'est une discipline du hip-hop les plus authentiques. C'est une des disciplines les plus authentiques parce qu'elle demande. beaucoup Moi, en de fait, risques, moi j'ai arrêté de rapper Mhm. parce que c'était la représentation. Quand tu tags, t'es caché et surtout t'es dédouané de toute. Comment dire C'est un ego trip, mais d'une manière différente. Et t'es dédouané de voir quelque chose à quelqu'un. Voilà, c'est un truc que tu peux faire totalement gratuitement. Certains volaient leur spray et tout, tu vois. Ouais, Donc, ça, c'est que c'est un art qui est, on va dire, non commercial ou même anti-commercial. anti-commercial. C'est-à-dire le graffiti, tu peux le vendre, tu peux commercialiser tout ça, mais nous, ce qu'on fait, ce qu'on aime bien faire, c'est impossible de le commercialiser. Enfin, Mais on fait pas que ça, personne parce que- va nous payer pour aller faire un truc illégal. Enfin, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. On fait aussi des toiles, tu vois. Ouais, Donc, on s'en fout en fait. Vous exposez dans des festivals, dans des galeries. C'est pas du graffitisme qu'on expose, on expose des recherches sur des toiles. C'est un style différent de On pourrait dire du post-graffiti. Ouais, tu peux graffiti si on veut donner un nom à tout ça. En réalité, c'est de la peinture. Que ce soit sur les murs, que ce soit les grottes de Lascaux, que ce soit de Vinci, c'est de la turpin. Ça reste de la couleur sur les murs pour égayer. Moi, par exemple, longtemps, j'ai jamais tagué mon quartier. Quel regard portez-vous sur les nouveaux styles de Goethe qui émergent en ce moment? Bah, Plutôt positif. ouais, plutôt positif. Toujours, après, toujours considérer qu'il y a des gens qui ont des styles pétés ou je sais pas quoi ou machin. Ah ouais. Mais tous les goûts ils sont dans la nature. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens ils travaillent une esthétique, ils travaillent des modes d'action. Oh, puis il y a un plaisir quand même à échanger. Tu vois, moi, je suis d'une époque où, même toi, hein, on est d'une époque où tout était en mode crossover, tu vois. Lui, il faisait du skate. Moi, j'en ai fait, mais un petit peu, mais j'étais très mauvais et tout. Mais les pratiques, elles se croisaient, quoi. J'allais autant à des trucs. Les bases du hip-hop, quoi. Ouais, j'allais dans les trucs du hip-hop, je kiffe le hip-hop, tu vois. Ouais, ouais. Mais j'allais dans les trucs alternatifs aussi. Bien sûr. J'avais des potes qui étaient dans le milieu alternatif. Je sais pas, j'allais breakdance, j'allais rarement parce que j'avais pas de connexion, mais j'aurais kiffé checker des trucs de breakdance. Tu vois, mais il y en avait pas les énormément. soirées dans les squats de punk, Voilà. ou dans les free parties, La les rencontre, machins, la rencontre, tu vois. Mais Rencontrer les têtes. Dans c'est le graphe, il important. n'y a pas que des gens initiés au hip-hop Non. qui peignent. Non, il n'y a pas que ça, il y a des mecs dans le rock, dans la techno. Ouais, il n'y a pas de cliché, tu vois. Tu ouais, peux t'as avoir des riches, des des pauvres. mecs qui bossent dans la finance et qui écoutent de la jump, tu vois, et qui foncent des graves. tu vois. Même certains n'ont pas vraiment un style particulier, mais cartonnent partout. Ouais, mais après, en fait, moi je La suis pas trop discrétion, dans c'est un le quantitatif, tu vois. Ouais. On me dit j'ai beaucoup tagué, mais j'ai beaucoup tagué une période, tu vois. Et c'est impressionnant parce que je sais où placer les guettas et j'ai l'art de savoir les placer. C'est comme boxeur qui disait tu places un guetta là et puis il les vit 1000 fois, quoi. Moi c'était un peu dans cet esprit-là, quoi. Puis c'était des fat cats que je posais. Donc c'est ça passe gros. J'en ai pas posé énormément non plus. C'est une certaine période, il faut relativiser, tu vois. Donc il y a des gens qui font des trucs où ils font très peu de tags, mais qui font des jolis tags et qui gravent beaucoup, qui gravent beaucoup, qui peignent beaucoup, qui font des fresques incroyables. Moi je fais un gros big up à Lotis qu'on a vu récemment à Lyon. J'apprécie grave sa façon de voir les choses et tout. Après il est décrié soi-disant par Bando, tu vois, parce que bon voilà, pour lui c'est le noir et chrome, mais c'est la quantité qui prime, tu vois. Mais moi on n'est pas dans la guerre, moi j'englobe tout, quoi. Honnêtement, je trouve des choses intéressantes chez beaucoup de personnes. Enfin chez chacun en fait en réalité, tant que t'es pas un toy, que tu respectes les règles, Bien sûr. voilà, voire même avant de d'autres, tu sais, si t'es un bon, tu vois, voilà, parce qu'il y a encore des nouveaux supports qui se prennent sur la hauteur et tout. Pour l'instant c'est encore free, les mecs se repassent pas encore. Mais quand Puis ils se même il y a de la repasseront, place pour ceux qui il reste va, à hauteur, il y a de quoi, la il place reste à parce hauteur. que régulièrement là c'est nettoyé, là-bas c'est vrai, effacé, c'est là-bas vrai. machin, C'est tu vrai, vois, c'est vrai. je veux dire ce qui veut se placer, il se place. À propos de nettoyage, qu'est-ce que vous pensez des grosses sociétés Bah, qu'ils font leur travail. qui récupèrent Aucun problème. qui récupèrent le graffiti alors qu'ils ont déposé des plaintes plein Aucun nombre de fois, problème, quoi. aucun problème, on s'en fout, c'est le monde de... On va pas refaire le monde, hein. C'est un monde Ouais. où voilà, tu sais, tu fais de l'argent même avec de la dom, tu vois, voilà, les déchets ça crée de l'argent, nous on est des déchets de la société pour les gens, hein. Donc on est des rebuts et tout. Mais D'ailleurs, quand tu fais une jolie fresque, tu vois, c'est différent.
différent. Mais un tag, c'est pas encore intégré comme quelque chose de beau, ou de significatif, ou d'intelligent, ou d'intelligible. Donc, Asile, quand il explique son travail, les gens ils comprennent pas. Ils font de la saturation avec des tags, des coulures et tout. Qu'est-ce que c'est que ce taré, quoi? Si tu comprends pas un minimum la démarche d'un mec qui est contre la société ou pas, même d'ailleurs, peu importe sa démarche, voilà, tu comprends, enfin, t'es pas assez ouvert pour en discuter finalement. Donc le discours il est biaisé. Donc moi comment dire, c'est pas une question pour moi ça. Les mecs, enfin tu vois, je m'en fous en fait, ils font leur fric, c'est le monde de la vie. Moi ça me gêne pas. Je sais pas pour toi, mais moi j'en ai rien à foutre. Tant mieux d'ailleurs, je nettoie les murs, ça fait de la place. Et je pense que le truc c'est que là, il va falloir penser à leur donner du boulot déjà. Tu vois, c'est ça, il est taquin. Non, parce que ça va être 2 heures. Là, et vous aimez bien vous fixer, comme tu disais, c'est la bonne heure pour y aller là. Vous fixez des challenges. Quels sont les trips qui non, moi vous c'est marquent le à plaisir. chaque fois? C'est pas des challenges, Ouais. c'est le plaisir. Après les challenges, si tu veux, quand tu tags, c'est d'en mettre un maximum, tu vois, c'est vrai. Mais moi je parcours la ville et je regarde les endroits où j'ai envie de poser. Et voilà, c'est tout pour ce qui est du tag. Après pour ce qui est des graphes, moi j'aime la couleur, l'harmonie, c'est étrange hein, mais j'aime l'harmonie des couleurs et les dynamiques. Donc je suis un très mauvais lettreur, mais je sais faire des effets. Donc je travaille ma peinture de cette manière-là. C'est pour ça que j'aime aussi l'abstract, mais pas que. Je fais aussi quelques lettres difformes, mais qui ressemblent à quelque chose à la fin. J'ai mis les petits effets, les petits trucs. Voilà, mais on a tous nos recettes en fait, un petit peu handicapées, j'ai envie de te dire, tu vois, de la société qu'on est. Parce qu'on a tout inventé un peu de nous-mêmes. Enfin, nous, on essaie de ne pas boulèche les styles des autres, les décors, on a tous des styles un peu différents. On ne s'est jamais boulèche vraiment les uns les autres. Et voilà. Donc, chacun a son parcours, a sa vision. Et je vais laisser mon poteau parler. Non, moi je dis c'est l'heure là, faut y aller. Alors, une dernière question avant d'y aller. La reconnaissance dans le graffiti. La reconnaissance, elle se fait par ses pairs. On répond quand même. La reconnaissance, elle se fait par ses pairs. Et enfin pour moi, pour ma part. Et puis. Ouais, la reconnaissance, c'est une reconnaissance. Ouais, voilà, c'est du milieu lui-même. Après, comment dire, avoir une reconnaissance de la société ou du match, tu vois. C'est pas le but, quoi. Tu vois. C'est-à-dire qu'on est là. Le graffiti, c'est aussi genre. Une espèce de lutte contre justement tout le bordel commercialo, politique, mes couilles là. Une façon de dégager tout ça, quoi. Une révolte. Ouais. Un cri dans la nuit. Un cri dans la nuit. Non, mais c'est-à-dire que oui, il y a une part complètement. Il y a une part revendicatrice et comment dire. Subversive, tu vois, dans le tag. On n'est pas là pour. Enfin, comment dire. Il y a un côté, c'est les populations mises à l'écart, tu vois, la jeunesse, les gens comment dire, de l'autre côté du périph' et tout. On reprend possession un peu des espaces urbains dont on veut nous mettre à l'écart aussi, quoi, tu vois, les centres-villes, les machins, les trucs ça. Donc c'est symbolique et tout ça, mais... Et c'est de la couleur aussi dans les rues, c'est aussi parcourir la ville comme tu l'aimes. Les murs, ouais. Voilà, c'est... Quand tu vois les tags à tes potes, tu sais qu'il est passé par là, il est encore vivant, il est en bonne santé, ouais, tout va bien. Il a un putain de style, t'es comme un dingue, t'analyses ses lettres. Ses couleurs, elles sont magnifiques. Il les a placées à un endroit, tu te dis putain mais comment il a fait, ou alors en fait il a charabusé, ou voilà, il y a une analyse. C'est comme des lettres que tu laisses, que tu déposes. Je sais pas, tu peux le prendre comme tu veux en réalité, tu vois. Ça peut être comme des crachats à la gueule aussi. Ça peut être comme des crachats à la gueule, tu vois. Chacun a sa sensibilité, tu vois, par rapport à ça. Mais ça a un sens en fait. Pour les mecs qui le font, ça a un sens, quoi. Voilà. Et c'est chacun a sa propre sensibilité par rapport à ça. Maintenant,
j'aimerais big up tous les anciens, quoi. Tous les anciens qu'on a croisés. Je t'ai cité Job. J'ai encore vu Kaom là il n'y a pas longtemps. Je sais pas qui on pourrait encore citer. Bah, tous ceux de notre crew. Bah déjà, ouais. Santo, Zoda, Clown, Quas, ouais, Melta, Douane, Duke, RP. Et puis voilà, et puis d'autres qu'on oublie encore dans le crew, mais on va pas toutes les citer parce qu'on est un peu enjaillé, donc on a la tête un peu enfumée. Spé, bien sûr. The Boo, qui est pas là, qui est dans un autre pays. Et voilà, et puis moi je vais bouger bientôt en Algérie là. Donc je vais aussi essayer de voir s'il n'y a pas des peintres là-bas. Donc j'ai repéré 2-3 graffeurs de là-bas. Donc je t'en reparlerai, tu sais, peut-être à la prochaine édition de Peinture Fraîche. On va faire venir des Algériens, tu vois. Bien. Donc peut-être si tu veux faire un truc là-dessus. Bien sûr. Voilà, c'est des mecs de là-bas ou même Peinture Fraîche, tu vois. Tu l'as déjà fait, mais t'as pas fait les artistes. T'as fait le directeur, tu vois. Voilà. Directeur général. Un gros big up à lui aussi. Un gros big up à lui, à Pierrick, Cartoine. Voilà. Bon, en tout cas, c'est cool, les gars. Merci pour cette interview. Merci, mec. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. On est parti? Allez, c'est parti, on y va, on va parler un peu là. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux. Un gros big up à Racine Carré, Martial, Eagle et CSB. Prenez soin de vous. Nickel, gros.